C'est parti. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 31 du Classic Show. Aujourd'hui, on reçoit nul autre que M. Claude Groux. Comment ça va, mon cher? Ça va très bien, merci. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Claude a participé de nombreuses fois au Monsieur Olympia, fin des années 90 et 2000, qui a même remporté en 2003, si je ne me trompe pas, le Master Olympia. Fait qu'écoute, c'est sûr qu'on va venir à ça, Claude, mais je voulais faire une petite intro pour peut-être les auditeurs qui sont plus jeunes et qui ne sont pas familiers avec toi. Mais Ouais. écoute, j'aimerais ça que tu nous parles de comment tu es atterri dans le fitness. Quand est-ce que tu as commencé à t'entraîner et tout ça, là? J'ai toujours été un peu attiré vers les poids haltères. Je me rappelle, j'avais peut-être 15 ans, puis j'étais pas gros, j'étais petit. Donc, je m'étais acheté un set de poids haltères de Weider. OK. Et j'avais ça dans mon sol. Il était venu avec un livret avec des exercices. Je me rappelle, c'était des photos d'Arnold, des photos de Frank Zane. C'était toutes des photos de M. Olympia qui donnait une photo de l'exercice à faire. Donc, j'ai commencé tranquillement avec ça dans mon sol, mais c'était pas vraiment motivant pour moi. Donc, je n'étais pas sérieux. Je faisais peut-être 2-3 mois, j'arrêtais 2-3 mois. Puis, éventuellement, j'ai arrêté complètement. J'ai recommencé parce que j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans une épicerie, l'épicerie Stanbert. Dans ce temps-là, ils sont OK. fermés. Mais j'avais un gars qui travaillait avec moi, il avait 18-19 ans. Et il avait une bonne shape. Je pouvais voir que le gars il s'entraînait. Ça m'intriguait, fait que j'ai demandé, j'ai dit, tu vas-tu d'un gym? Tu t'entraînes ça à la maison? Il me dit, non, je vais d'un gym à Verdun. On parlait, il m'a dit, ça va revenir, mais il dit, je pense pas que tu vas durer plus qu'une semaine avec moi. OK. J'ai dit, OK, j'aimerais ça, je vais l'essayer. J'étais allé avec lui la semaine suivante. C'était bizarre parce que le gym était ouvert pour les hommes le lundi, mercredi, vendredi. Puis les femmes, mardi, jeudi et samedi. Ouais. On allait là le lundi, mercredi, vendredi. Je suis allé avec lui le lundi et j'ai rencontré le propriétaire du gym. Et lui, c'était un homme qui était assez solide, qui avait 20 pouces de bras, un gros chest. J'ai été bien impressionné. J'ai fait l'entraînement dans le gym, puis tout de suite, c'était le jour et la nuit, comparé à ce que je faisais dans mon sol avec mes poids. Le fait d'avoir de l'équipement, d'être dans un gym avec d'autres gars qui savaient ce qu'ils faisaient. Ouais. Des poignées, la piqûre, tout ça. Rien pour dire faire des compétitions, mais juste pour m'entraîner. Ah, J'ai commencé à y aller 3 fois par semaine. Et je me souviens, mes jambes ont grossi presque instantanément. On faisait un genre de général, on faisait du bench press, on faisait des squats, on faisait du leg press. OK. On commençait lundi, mercredi, vendredi, mais mes jambes ont explosé en l'espace de 6 mois. Ah ouais, hein? Mais j'ai pogné la piqûre, puis éventuellement, ils ont mis les femmes dehors. Et ils ont gardé le gym juste pour des hommes. OK. On a commencé à s'entraîner 5-6 jours par semaine. Mais j'ai jamais pensé à faire la compétition, mais j'étais encore à l'université. J'allais à l'école, je n'avais pas le temps pour ça. Puis, de toute façon, je suis débutant. Ouais. Seulement comme à peu près 3 ans plus tard, j'avais changé de gym, un autre gym à Verdun. Le propriétaire, c'était Michel Pelletier. C'est un ancien culturiste. Il avait fait des compétitions. Il avait gagné Canada de l'Est. Il a gagné Montréal jusqu'à Canada de l'Est. Et c'est lui qui m'a dit, t'as jamais pensé à faire de la compétition? J'ai dit non, je m'entraîne juste parce que j'aime ça. Je veux prendre du poids, je veux grossir. Il dit, parce que t'as une bonne génétique. Si tu veux, je peux te donner un coup de main, je peux te coacher. Il dit, là, je n'ai pas vraiment le temps, je suis encore à l'université, mais quand je vais finir mon université, on s'en parlera. Ça a commencé comme ça. Il m'a préparé pour ma première compétition, M. Montréal. OK. J'ai fini à 2e place, la première compétition, dans les poids moyens. Et ça aussi, j'ai pogné une piqûre pour ça aussi. On a commencé à retourner l'année d'après, j'ai gagné. J'ai gagné M. Laval, M. Montréal. J'ai gagné provincial. Puis un an plus tard, je pense que j'ai gagné le Canada de l'Est. Je me suis qualifié pour Canada, qui était à Vancouver. Donc, je suis allé à Vancouver, mais ça n'a pas bien été. J'ai pas fini dans le top 10, j'étais pas prêt. OK. J'ai dit, OK, je vais prendre 2-3 ans pour m'améliorer, puis je retournerai à M. Canada dans 3 ans.
C'est ça que j'ai fait en 92. 92, j'ai gagné Monsieur Canada à Halifax. J'ai toute catégorie. Et, malheureusement, j'ai testé positif pour l'androlone. Texto, j'avais appris 1 an et demi avant, parce qu'il avait commencé à tester, fait que j'avais arrêté tous les injectables. Puis il a resté des traces dans mon système, ils m'ont disqualifié. C'était retourner, puis il va aller encore meilleur. C'était une drôle d'époque, hein, ça? Hein? C'était une drôle d'époque, ça, Claude, parce que je pense, début des années 90, là, pour ceux qui ne sont pas familiers, on le voyait sur le circuit pro qui commençait à tester parce que, comme aux États-Unis, puis même ici, dans le fond, en Amérique, ça c'est devenu tabou un petit peu, les produits, hein? Ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est Joe Weider et Ben Weider. Ils voulaient avoir le sport bodybuilding dans les Olympiques. C'est ça. Ils ont rencontré le comité olympique. Le comité leur a dit, si vous voulez rentrer dans les Olympiques, il faut que vous cleanez votre sport. Ouais. Ça, c'était un début 90. Il avait commencé à faire des tests. Puis M. Univers était testé. Donc, normalement, les gars faisaient M. Canada, puis allaient à M. Univers. La Fédération canadienne, ils ne voulaient pas que leurs athlètes se transforment à M. Univers, donc ils testaient aussi. Mais ça a duré 2-3 ans. Ils sont aperçus que ça ne fonctionnait pas. C'est ça. Ils ont été testés. En 1994, je suis retourné à M. Canada à Toronto, j'ai gagné une deuxième fois. Tu l'as que tu avais eu une carte pro? Là? J'ai eu la carte pro en 1994. OK. Mais en 92, quand j'ai gagné à Halifax, mon idée, c'était d'aller à Univers. Parce que je me disais à M. Univers, j'ai une bonne chance. Le gars qui a gagné, c'était un Iranien, je pense. Je l'ai battu plus tard. Je pense peut-être que j'aurais eu une chance de gagner M. Univers. Je suis allé. Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, moi je le suis, tu pourrais expliquer dans le fond qu'est-ce que M. Univers consistait, parce que de nos jours, dans les FBB, c'est plus présent, là, M. Univers. Fait que je ne sais pas si tu pourrais expliquer dans le fond, parce que là, tu gagnais Canada. Fait que là, c'était tous les gagnants, dans le fond, des pays qui pouvaient aller participer à Univers, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Les 3 premiers de chaque classe pouvaient y aller. Sauf que le Canada, normalement, il t'envoyait payer tes dépenses, son avion hôtel. Tu représentais le Canada, fait qu'il choisissait les meilleurs athlètes, il n'envoyait pas tout le monde quand même. Il envoyait peut-être le premier. Si le premier n'y allait pas, mais il donnait une chance au deuxième. Il a fini deuxième. Okay. J'ai pas eu la chance d'y aller parce que mon passé tout. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est pas pareil. Ça a été une belle expérience. J'ai fait des sacrifices 1 an. Pratiquement m'entraîner sur rien, excepté une coupe d'oral, arrêter 1 mois avant le show. Un buterol arrêté 1 mois avant le show. Pas de diurétique, rien. J'ai gagné, mais ça n'a pas assez. Ils m'ont trouvé le décor d'1 an et demi avant. C'est fou, ça reste longtemps, ça. Ouais. L'affaire, c'est que 2 ans avant, ils ne testaient pas. J'avais le droit de le prendre. Là, ils décident de tester. Je dis, OK, je vais arrêter tout parce qu'il y a des coupoirs, des cas, n'importe quoi qui reste longtemps dans le système. Même le Woodstock, l'équipe, on injecte, je n'avais même pas pris ça. J'ai pris ça dans les euros. Ça a dû arriver à une couple de gars pareils parce que, tu sais, on s'entend, surtout à cette époque-là, je pense que c'était un produit qui était relativement populaire, fait que ça devait ressortir souvent. Oui, il y en a plusieurs, bien sûr. Et nous autres, à Montréal, ils choisissaient le lab qui teste les Olympiques. On avait des tests qui étaient vraiment stricts et sévères. OK. D'après moi, c'est pour ça qu'ils ont trouvé des traces de déco. J'aurais été dans un lab ordinaire, sûrement qu'ils l'auraient fait. Ouais. Avant qu'on poursuive, là, pour quand tu es devenu professionnel, il y a une période que je trouve intéressante quand tu compétitionnais au début, là, dans les premiers niveaux amateurs. Il y avait vraiment plus de, comment on pourrait dire ça, quasiment d'étapes que maintenant. Tu sais, dans le fond, tu te dis, tu as fait comme un Monsieur Laval, Monsieur Montréal. Après ça, tu as monté province, là, le Canada de l'Est. Après ça, le Canada ensemble. Ouais. Fait que ça fait vraiment plein de niveaux. Le Canada de l'Est, c'était comme le Québec et l'Ontario, c'était les 2 forces. C'était les maritimes aussi, tout. Vraiment, c'était quand même des compétitions qui étaient très fortes. Les gars qui ont gagné le Canada de l'Est, normalement, ils ont bien fait à M. Canada. Ouais.
Puis là, après ça, dans le fond, à cette époque-là, quand tu tombes pro, là, c'était quoi ton mindset, ton objectif? Parce que là, tu sais, devenir pro, c'est une chose, mais dans ces années-là, c'était très Ah ouais. compétitif. Comment tu voyais ça? C'est sûr, mon but quand j'ai commencé à faire des compétitions, c'était d'aller chercher une Pro 4, de me rendre jusqu'à Monsieur Canada. Une fois que j'ai eu la Pro 4, mais là, je commençais à demander, j'ai-tu le potentiel pour aller des pros? Sinon, ça ne donne rien de dépenser ton argent pour ton temps si tu n'as pas le potentiel. Ouais. J'étais un Milo quand j'ai gagné Monsieur Canada en 94. J'étais à 197, 198 sur le stage. J'étais assez court quand même. D'impro, je sais qu'à ce point-là, je ne fais rien. Ouais. Donc, je me dis, je vais prendre un an. J'ai eu ma Pro 4 en 95. Je vais compétitionner mes premières compétitions en 96. Puis, je vais essayer de mettre 10 livres. Mes premières compétitions, j'étais à 205. OK. J'étais really plus pesant. Puis, la première compétition que j'ai faite, c'était à Toronto. J'ai fini quatrième. OK. C'était quand même un bon résultat. J'étais le meilleur Canadien dans ce show-là. Je me rappelle, je pense que c'était Milo Southchild qui était à mes 3 premières places. OK. Je ne me souviens plus de ce qu'il avait gagné en 96. Je me rappelle d'avoir fait le Toronto et Montréal. Il y avait un show à Montréal. C'est cool. J'ai fini quatrième à Toronto, quatrième à Montréal. Et Wayne Desmélias est venu me voir après le show à Montréal, puis il dit, je t'invite à Night of Champions. 2 semaines plus tard, j'étais à New York. Et je pense que j'ai fini 9e, quelque chose comme ça. OK, Je me souviens, dans le Flex Magazine, il y avait le Rookie of the Year. OK. Parce qu'en ce temps-là, il mettait le scoring, le ranking. Ouais. Il donnait souvent Rookie of the Year, Best Improved Athlete. J'ai eu le Rookie of the Year dans la première année. L'année suivante, j'ai eu le Best Improved Athlete. Fait que ça allait bien pour toi dans ce temps-là. Ça allait bien. Jusqu'à-là, ça allait très bien. OK. Ça m'a motivé à continuer. OK, j'ai du potentiel, je peux continuer. Là, mon but, c'était de me rendre sur le stage Olympia avec les idoles que j'avais regardées toute ma jeunesse. Je me disais, Monsieur Olympia, juste d'être là sur le stage, ça va être assez pour moi. Je ne demande même pas de bien me classer, juste de pouvoir y participer au moins une fois. D'autres choses que j'ai faites, c'est en 96. Après avoir gagné, après avoir fini quatrième, j'ai fait le Night of Champions. Je me suis dit, pour continuer dans ce sport-là, il va falloir que je déménage aux États-Unis. OK. Fait que je suis déménagé en Californie à ce moment-là. J'ai fait ma résidence, ma green card avec un avocat. Dans ce temps-là, les Weeder s'arrangeaient pour que les athlètes, avec un avocat, aient une résidence qui est basée sur le sport, parce que c'est un athlète. Donc, je l'ai eu facilement. C'est cool, Et, ça. 97, je pense que j'ai compétitionné dans le Ironman. J'étais à Los Angeles. J'ai fini probablement 8 ou 9. Je pense que c'était les Freeze qui avaient gagné. OK. Et dans ma première qualification pour Olympia, c'était l'année suivante, 98, au San Francisco. J'ai fait le San Francisco, j'ai fini quatrième. Sauf qu'il y avait déjà un gars classé pour Olympia, les 3 premiers. Et à ce moment-là, il allait jusqu'à la 4e position. Ah, ça, c'est cool. Je me suis classé pour Olympia en 98. Après le show, j'ai rencontré un gars de San Francisco, Emric Dalzak, un compétiteur aussi qui a fait sa compétition dans l'LPB. Il connaissait Weeder. Donc, il m'a dit, if you want, je vais t'emmener voir Weeder. Peut-être qu'ici, il trouve que tu as bien du potentiel, il va te donner un contrat. OK. Un mois après, je suis allé rencontrer Weeder à son bureau. Et il m'a signé, il m'a demandé tout de suite, il m'a donné 3 000 par mois pour un an. À cette époque-là, c'est hot, là. Donc, moi, je débutais, c'était parfait pour moi. Ouais. Il m'a renouvelé 2 ans, j'ai fait 3 ans avec Weeder. Et après ça, j'ai eu un autre contrat avec une compagnie brésilienne. C'était plus. J'ai fait 5 Mr. Olympia. J'ai fait 98, 2001, 2002, 2003 puis 2004. OK. Donc, je me qualifiais presque à chaque année.
Puis en 2003, quand j'ai gagné le Master, ben, la compagnie brésilienne m'a approché. Ils m'ont offert 75 000 par année. J'ai signé tout de suite avec eux autres. Ouais. De toute façon, je n'étais plus avec Wheeler à ce moment-là. Non, c'est ça. J'avais été avec Tech au début, mais peut-être pour 2 ans, mais c'était avant Wheeler. OK. Le contrat, c'était 1700 par mois. C'était pas un gros montant, mais ils me donnaient tous mes suppléments aussi. Je sauvais sur mes suppléments. Ouais. Ils m'ont fait beaucoup de publicité, parce que dans ce temps-là, ils étaient avec Muscle Mag. Ils ont fait beaucoup de publicité à l'intérieur avec mes photos. Ça m'a mis un peu sur la map. Ouais. Si on revient à ton premier Olympia, là, comment tu as vécu ça, cette expérience-là? Parce que 98, c'était une année vraiment spéciale. Là. Dans le fond, c'était l'année que Dorian Yates était parti. Fait que on ne savait pas si. Ouais, c'est l'année que Ronnie a gagné son premier. Ouais. Donc, j'étais sur le stage avec Ronnie. J'ai des photos de comparaison, moi et Ronnie. Ouais. C'est quand même de beaux souvenirs. J'étais comparé avec Ronnie, avec Kevin LeBron, Chris Cormier, Flex Wheeler. Tous les gros noms étaient là en 98. J'ai rentré dans les années que c'était difficile. Les fins des années 90, début 2000, c'était vraiment très compétitif. Ben oui. Tu regardais le top 10 Olympia, mais c'est tous des gars qui auraient pu gagner aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'était le Golden Age, comme on dit. Fait que là, dans le fond, ça, c'était ton premier. À ton premier, comment ça s'est passé? Tu t'es classé comment? Je n'avais pas fait le top 15. Je pense que j'ai fini 16e. On était à peu près 23, 24 compétiteurs. Je n'étais pas déçu. C'était mon premier. C'est ça. C'était mon rêve d'être là. J'ai apprécié chaque moment. C'est la première fois que je me sentais traité comme un superstar. Ouais. Tous les gars, on était VIP là-bas. L'expérience était incroyable. On avait la conférence de presse, on avait la journée avant le show, on avait des tables, les fans venaient nous rencontrer. Ouais. J'ai pris peut-être au moins 1000 photos. on signait les autographes, les photos. Puis en plus, le show était au Mandela Bay à Las Vegas. Ouais. Dur à battre comme emplacement. Alors, apparemment que c'était vraiment la meilleure place. Les tops. Ceux qui ont fait au Mandela Bay, c'était les tops. Ouais. Ils venaient nous chercher à l'aéroport en limousine, puis on avait une chambre 5 étoiles. Ah, c'est fou, ça. C'était une bonne expérience. Ils payaient tout dans ce temps-là, les hôtels. Ouais. L'hôtel t'a payé, l'avion t'a payé. La seule chose que tu as à payer, c'était ta nourriture. OK. Dans ce temps-là, savez-vous si vous étiez le premier Québécois à faire le Monsieur Olympia ou il y en a eu d'autres? Non, il y avait eu qui a gagné M. Univers. Son nom m'échappe. Ça remonte loin pour nous autres, ça, un peu. Ouais, c'était début 80. OK. Mais il y avait Delite, Paul Delite, qui avait fait l'Olympia avant moi. Ouais, t'es Canadien, c'est ça. Ouais. Les Québécois, ben Paul, je pense qu'il vient de Montréal aussi. Ah ouais? Je pense que oui. Okay. Maintenant, il est à Toronto. Ouais. Ah, j'ai toujours su qu'il était Canadien, mais je ne savais pas vraiment de où. Paul est probablement celui qui s'est bien illustré aussi au niveau Olympia. Ouais. Dans notre classique Olympia, il a gagné une couple de choses aussi. Donc, il a eu une bonne carrière aussi. Avez-vous déjà participé à un Arnold Classic? Oui, j'en ai fait un. OK. En quelle année, ça? C'était au début 2000, je pense. Peut-être en 1999, en ce moment-là. OK. C'était, je pense, l'année après que j'ai fait mon premier Olympia. J'ai été invité au Arnold. C'était une bonne expérience. 99, j'essaie de penser qui c'est qui a gagné en ce temps-là, le Arnold, je ne me souviens pas. Ouais, c'était peut-être Nasser Sambati. Dans ses bouts. 97, je pense, Nasser, il a gagné. Flex Wheeler. Peut-être Flex Wheeler. Sûrement Flex, ouais. Ouais. Flex a fini 3-4 fois deuxième à Olympia, mais il a gagné 3-4 Arnold. Ouais.
C'est ça. Je me souviens, au Arnold, il donnait un rubber à un moment donné Ouais. au gagnant. Je pense que y en a eu un. Ronnie aussi. Quand vous avez participé au Arnold, est-ce que vous avez rencontré justement Arnold lui-même? Oui, oui. Parce qu'on était sur stage, puis il venait nous rencontrer, il nous donnait une médaille, il nous serrait la main, il Ok, prenait une photo avec nous. ça devait quand même être intéressant à vivre ça, là. Oui, oui. Et surtout l'Arnold, l'expo. Ouais, L'expo, c'était énorme. Il y ouais. avait je ne sais pas combien de mille personnes qui venaient, mais c'était occupé sans arrêt pour 3 jours. Donc, on avait la chance de rencontrer beaucoup de monde. Ouais. On signait beaucoup d'autographes. C'est sûr, il y a du monde qui va là-bas vraiment. Ah ouais, l'Arnold, c'est le show qui est plus, je pense, que c'est plus populaire que l'Olympia en ce moment. Ouais. Puis si on avance là, vers 2003, où vous avez fait le Master, j'aimerais ça qu'on mette du contexte parce que c'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui, le Master Olympia, tu sais. Fait que Ouais. comment que c'en est venu à ce que Joe Weider organise un Master Olympia et tout? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça, là. Mais le master, je pense qu'ils ont commencé peut-être dans les années 80, OK. mais c'était on and off. C'était pas Weider qui faisait la promotion lui-même. OK. Et moi, quand j'étais allé en 2003, c'était John Tana, celle qui les produits pour Le tan. Tanning. Ouais. Elle avait son show avec les femmes, les fitness bikini. Puis elle avait pris le Master Olympia en même temps. OK. Donc, elle l'a fait, je pense, pendant 3-4 ans. C'est elle Ouais. qui était la promoteur. Quand Vince Taylor a gagné, puis Doug Youngblood a gagné, c'était tout avec John Tana. Ouais. Moi, j'étais le dernier à gagner avec John Tana parce qu'après ça, elle n'a pas redoublé. C'est Elle a ça. continué juste avec les femmes. Parce que ça coûtait cher quand même. Il fallait qu'elle donne les 15 000 aux gagnants, 10 000 aux deuxième place, 5 000, plus les femmes. Puis à un moment donné, ça a décidé d'arrêter le master. OK. Il y a eu une période de 3-4 ans qu'il n'y a pas eu de master. Ouais, puis après ça, J'ai jamais eu vraiment la chance de défendre mon titre. ouais, c'est vrai, c'est poche ça un peu, Un pareil, peu hein? tard pour ça, mais j'ai construit dans l'Olympia. J'étais allé en 2003, 2004, 2 années d'Olympia. En 2006, ils ont fait un World Master à New York. Donc, OK. j'ai fait mon dernier show, c'était le 2007 World Master. OK. Le quatrième. Fait qu'en 2003, le Master Olympia, c'était-tu en même temps que l'original Monsieur Olympia? Non, c'était en même temps que le show pour les femmes, John Tana. Mais la date, ça ressemblait à quoi, les corps, dans le fond? C'était avant l'Olympia. OK. Peut-être 2 mois avant. OK. À peu près ça, 2 mois avant. L'Olympia était, je pense, au mois d'octobre. Ouais. Ça, c'était au mois d'août, je pense. OK. Fait que je me souviens parce que j'avais continué jusqu'à l'Olympia. Ouais. Parce qu'en gagnant le Master, je me qualifiais pour l'Olympia. Ben oui. Puis, je suis fait un show en Europe, de Rome, le Grand Prix de Rome. OK. Puis, j'ai fini troisième à Rome, donc je me suis qualifié aussi à Rome, mais j'étais déjà qualifié. OK. Puis, ça a été un peu dur, ça a été rough un peu de continuer jusqu'à l'Olympia. Ça doit. Essayer de maintenir la shape pendant 2 mois, c'est pas facile. En 2003, c'était une grosse année aussi, là. En fond, c'est l'année. Il y en a qui considèrent, mettons, que Coleman est arrivé là, puis c'était quelque chose de jamais vu, là. Fait comment vous l'avez vécu, vous autres, vous arrivez là, puis là, t'es comme, ah, yeah, OK, Coleman, il a l'air de ça. Parce que deviez être confiant quand même, peut-être pas nécessairement d'aller remporter le titre, mais là, vous avez un Mais bon au moins de faire momentum, le tu sais. top 10. Je suis trop confiant de faire le top 10 C'est parce ça. que je m'améliorais à chaque année. Ouais. Il n'y a pas une année que je n'ai pas mis du livre. J'ai commencé à 203, 213, 223, jusqu'à 233. C'était mon plus potent. J'ai amélioré 10 livres à chaque année. Les magazines ils me disaient, OK, meilleur athlète, meilleure amélioration. On me classait toujours pour Olympia. Après 5 fois, j'ai dit au moins, peut-être que cette fois-ci, je vais me classer l'indice premier. C'était tellement fort ces années-là, dans les fin 90. C'était tous des gars qui avaient des génétiques incroyables. Je parle de Sean Ray, des gars comme Sean Ray, Dennis Newman, Porter Cottrell.
Milo Sarchev. C'est tous des gars, des shapes incroyables. Ouais. Gunter aussi avait commencé dans ces années-là. Gunter avait commencé à bien se classer. Il y avait Nasser Sombetti qui était toujours dans les 3 premiers. Il y avait Chris Cormier qui était dans le top 10, Flex Wheeler. Dexter commençait à monter, c'est ça, un affaire. Dexter était dans le top 10 aussi. Puis ouais. Il y avait une couple de gars d'Angleterre qui venaient aussi qui étaient bons. Ouais. C'était pas facile. Mais après l'Olympia, on faisait le Grand Prix. Donc, mais ceux qui voulaient aller au Grand Prix, surtout ceux qui étaient avec Wheeler, mais ils nous envoyaient toutes nos dépenses de payer aussi. Donc, on avait 3 ou 4 shows à faire en Europe. Normalement, il y avait l'Angleterre, il y avait, on pouvait faire Germany, l'Angleterre, j'étais allé en Russie aussi. Donc, ils nous promenaient pas mal. En l'espace de 2 semaines, on faisait 3-4 shows. Ça devait être difficile quand même, là, malgré la commandite, de faire 3-4 shows back-à-back. C'était difficile de maintenir la shape et d'obtenir ton pic à chaque show. On piquait normalement un show, l'autre d'après, c'était pas aussi facile. Là, tu te réajustais pour l'autre d'après. Mais c'était une bonne expérience parce qu'on apprenait à se connaître, on voyageait tous ensemble. On partait tous ensemble de New York, on s'en allait en Europe. On restait dans le même hôtel. Les gars, on devenait plus familiers avec eux. Quand tu vas à Olympia, tu vas là, tu rencontres les gars un peu à la conférence de presse. Suite après le show, tu es parti. Tandis qu'en Europe, on restait presque 2 semaines ensemble. Les gars apprenaient plus à se connaître, c'est une bonne expérience. Parmi ces compétiteurs-là, y a-t-il des gars qui sont vraiment des gros noms que les auditeurs ils pourraient reconnaître, parmi lesquels tu étais vraiment plus proche? Tu sais, comme tu dis, tu passes du temps avec ces gars-là, tu apprends à les connaître. J'étais bien ami avec Chris Cormier, Dennis James. On a compétitionné tous ensemble pendant des années. J'ai fait une trentaine de grands prix. Donc. On est allé en Australie. Puis, il y avait moi, Chris Cormier, puis Ronnie Coleman. OK. J'ai été comparé avec eux parce que j'ai fini 3e. Ouais, c'est hot pareil. C'est comme après l'Olympia, les mêmes gars, mais là, j'ai ma chance d'être comparé avec eux. C'est ça. Parce que quand tu es sur Olympia, ils ne me mettront pas à côté des top 5. Ils vont me mettre à côté des gars qui sont 6 à 10. Ouais. Le top 5, ils comparent juste les 6 premiers. Ils changent de place. En Europe, j'avais la chance d'être comparé les plus gros nombres. Ouais. Puis ultimement, c'est ça que les gars ils voulaient parce que c'est comme ça que tu pouvais justement te faire voir, te dire hey, finalement, je mérite de monter. Tu sais, fait que c'était vraiment. Puis, en Europe, on était encore plus apprécié. Le bodybuilding en Europe, c'était incroyable. Les fans et tout. C'était une expérience totalement différente. C'est spécial pareil, ça, parce que c'est vrai qu'on dirait qu'en Europe, Moyen-Orient, ou peu importe, on dirait que les bodybuilders, c'est vraiment des superstars. Puis en Amérique, c'est pas le même statut. Je sais pas si c'est à cause de la proximité, mettons, que les Américains y ont avec les culturistes, tu sais, quand tu les vois tout le temps à ton gym. Ou... je pense que c'est peut-être ça. Mais la même chose, la lutte. La lutte, quand tu vas en Europe ou en Asie, le monde vient de fou. Le bodybuilding, c'est pareil. Ouais. C'est vraiment, on était comme des rockstars en Europe. Ouais. C'est fou. Puis on le voit, mettons, avec les culturistes de votre époque là, qui lancent des compagnies de suppléments, ils lancent tout en Europe parce qu'on dirait que c'est là que ça roule le plus pour eux autres. Là. Parmi ça, mettons, tu as Kevin Lebron. Avant l'Arnold, il n'y avait pas des gros exhibitions pour les suppléments. Le FIBO, c'était le plus gros. C'est en Europe, en Allemagne. Le FIBO, c'est 3 fois la grosseur du Arnold. Oh, ouais, hein? Ça fait une vingtaine d'années que ça marche encore très fort. Ouais. Ils ont fait un il y a 2 ans ici à Miami. Le FIBO Miami, puis c'était plein. Le monde adore aller là. Tu as toutes les compagnies de suppléments. Ouais. Parce que quand tu vas une compétition comme aux États-Unis, même dans l'autre, c'est quand même un gros show. Mais tu as moins de compagnies européennes. C'est ça. Quand tu vas en Europe, tu as des compagnies américaines puis des compagnies européennes. Ouais, il y a bien des compagnies européennes qu'il n'y a pas ici. Là, comme il y en a une. Ah, c'est sûr.
Il y en a une que je connais de nom, là, c'est SciTech. Ça a l'air que c'est vraiment gros ça, en Europe. Puis ici, il n'y a pas ça pantoute. Là. Moi, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse là, parce qu'on parlait que tu passais beaucoup de temps avec des bodybuilders comme Chris Cormier, Dennis James. Y aurait-tu des anecdotes spéciales que tu aurais vécues avec eux que tu pourrais nous partager? Là? Ce serait intéressant à savoir. Là. Ben, il y avait un gars qui compétitionnait avec nous autres. Il n'était pas vraiment du niveau Olympia, mais il voulait toujours venir faire les Grands Prix. Donc, il ne faisait pas l'Olympia, mais il appelait Wayne Demilla et il dit, je veux faire les Grands Prix. Donc, Wayne, il disait, OK, tu n'as pas fait l'Olympia, donc il faut que tu payes tes propres dépenses. Son nom, c'était Kenny Jones, un gars de New York. Il était tout petit, peut-être, je ne sais même pas comment il a fait pour gagner un concours national. Mais le gars était comique. Et les choses qu'il faisait, on riait tellement quand on était avec lui. On était allé à un show, je pense que c'était en Allemagne. Il y avait une fontaine en avant de l'hôtel. Il était en plein milieu de la fontaine, puis il a commencé à faire des pauses. Ah non, on disait, ça n'a pas d'allure, il fait froid. C'était comme le mois de mars, encore froid en Europe. Ouais. Il était à la fontaine, puis il faisait des pauses. Fait que une couple d'anecdotes avec ce gars-là, c'était assez drôle. Tout le monde en parlait. On aurait dû voir Kenny. Ah ouais, hein? Une autre fois, il buvait de la bière backstage. I'm pumping on beer. il était un peu chaud-tasse. Encore là, le monde n'a rien. My God, hein? Il y avait certains gars qui ne l'aimaient pas trop. Kenny allait tout le temps les voir. Hey, les gars. Et le gars, il l'envoyait promener, mais il retournait toujours le voir. Ah ouais, c'était vraiment un clown, les gars. C'est un caractère. Mais l'autre anecdote que je peux vous donner, c'est mon premier show à San Francisco que je me suis classé pour Olympia. C'était Andrés Manzer qui avait gagné le show et qui est décédé quelques jours après à cause des problèmes avec les diurétiques. Il y avait une hémorragie avec un ulcère dans l'estomac. Le docteur lui a suggéré d'aller à l'hôpital, mais il dit non, je m'en retourne en Allemagne demain, puis je n'ai pas d'assurance, ça me coûte une fortune. Je préférais attendre, mais c'est jamais rendu. Ah mon Dieu, hein? Il est décédé 2-3 jours après. Je me souviens d'avoir compétition avec lui, sa dernière compétition. Fait que lui, il y avait un ulcère, dans le fond, sur un de ses organes, on sait-tu lequel? Il avait un ulcère, il saignait dans l'estomac. OK. Puis il était déshydraté, puis dans ce temps-là, il testait. En 98, on commençait à tester pour les diurétiques. OK. Donc, on ne pouvait pas prendre aucun diurétique, on testait. Il testait pour ça. Ouais. Lui, il n'a pas pris de diurétique. Moi aussi, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un médicament qui s'appelle Citadrin, qui est pour réduire le taux de cortisol. C'est un genre de cortisol bloqueur. OK. Puis, ça nous aidait à venir plus sec, sans diurétique. Sauf que l'effet secondaire, c'est que ça éclaircit ton sang. Quelqu'un qui a un ulcère, mais il a saigné, s'il met à vomir. Donc, tu vomis le sang, tu commences à déshydrater encore plus. Il aurait dû aller à l'hôpital. S'il aurait pu le sauver, s'il serait allé à l'urgence. Il pensait d'être surplacé, d'être correct. Aïe, aïe, aïe. Mauvaise décision. Ils ont testé pour les diurétiques pour 2 ans. Après ça, ils ont arrêté. Ouais. Les gars n'étaient pas aussi en shape. Et aussi, ils sont aperçus que la cause de la mort de Monzer, c'est à cause qu'il ne peut pas prendre de diurétique. Donc, l'autre produit est encore plus dangereux. C'est ça. Okay. C'est ça, c'est parce que, tu sais, au moins, c'est les diurétiques, peu importe. Oui, ben, tu sais, c'est dangereux, mais les gars, les coachs puis les athlètes les connaissent, fait qu'ils savent un petit peu plus, mais, tu sais, comme vous dites, là, c'est que s'il ne prend pas ça, il va chercher à prendre autre chose. Fait que des fois, tu sais, ça devient tout aussi dangereux, là. Ah ouais. Ah, c'est dommage pour lui quand même, là. Ce qui était vraiment impressionnant, même notre génération encore, on le regarde, puis c'est capotant comment ce gars-là était. Ah, la fibre musculaire, il était comme on va voir l'exhibition qu'ils ont body, que tu vois des vrais
corps humain qui ont enlevé C'est la ça. peau et tout, tu vois juste les muscles. Lui, Il était comme ouais. ça, on voyait tout à fait musclé. C'est fou, hein? Du cou jusqu'aux pieds, il n'y avait rien pour se plier. Ouais. C'était impressionnant. Ouais. Ah, fait que lui, c'est dommage quand même. Il y a eu une couple de Ouais. cas comme ça. Je sais pas Ouais, il y si... en a eu une couple avec les diurétiques aussi, mais Benaziza, c'était quelle année, ça? C'était dans vos années? Naziza, c'est une couple d'années après, quelques années après Monza, je crois. Lui, c'était des Grands Prix. Ouais, c'est Donc, ça. il a fait 3-4 Grands Prix en ligne. Il n'a jamais débarqué des diurétiques. Après son dernier show, il a commencé à vomir. Il avait des crampes. Il était déshydraté. L'estomac crampait. Il essayait de boire de l'eau, boire de quoi que ce soit. Il vomissait tout de suite. Donc, ils Ouais. ont appelé un docteur. Le docteur est venu le voir. Il a donné un IV de l'électrolyte. Il a dit, tu vas être correct, juste commence à t'alimenter, pas boire tranquillement. Le docteur est parti, puis il a recommencé dans le milieu de la nuit. Il a recommencé à vomir, à avoir des crampes. Il est mort d'une crise cardiaque. Aïe, aïe, aïe. Causée par la déshydratation. Ouais, j'ai déjà entendu Milos s'en parler un petit peu dans les interviews, puis je pense qu'il Ouais. il s'en était mêlé un peu parce qu'il disait que, là, je m'aventure dans quelque chose je pense qu'il disait que s'il y avait trop de potassium, ça pouvait faire un Ouais, c'est ça. effet C'est parce inverse, que puis le diurétique qu'il utilisait, c'était un potassium sparing. c'est ça. Donc, ça rejette juste le sel, mais ça garde le potassium. Ouais, Il l'utilisait dans les 3 derniers jours, en même temps qu'il carbait. Donc, il faisait des glucides à longueur de journée, toutes des choses comme des patates, des choses qui contiennent beaucoup, beaucoup de potassium. ouais, Sans s'en rendre compte, il prenait trop de potassium. Et avec le diurétique, mais ça causait une intoxication au potassium. ouais. Ah, c'est fou, ça, pareil. Mm. C'est des affaires que quand tu ne connais pas ça, ça peut paraître banal, mais c'est C'est extrêmement un peu ça dangereux. qui est dommage, parce que si tu n'as pas vraiment un bon coach, ou si tu ne connais pas vraiment ça, mais tu peux mettre ta vie en danger quand même. Parce que pour aller, quand tu es rendu au niveau professionnel, à ce niveau-là, on pousse nos corps à la limite. Donc, si tu ne le fais pas de la bonne façon, ça peut être dangereux. Ouais. Le sang peut épaissir, tu peux avoir un courrier de sang, tu peux avoir tellement de choses qui peuvent arriver si tu ne fais pas de la bonne façon. Ouais, je pense que rendu là, tous les petits détails sont très importants à être conscient d'eux. Là. Non, Il faut que tu connaisses ton corps assez bien pour savoir, OK, mes électrolytes sont trop bas, tu le sens. Tu commences à avoir des spasmes musculaires. Avant d'avoir des crampes, tu as des spasmes musculaires. Donc, ton corps te donne un signal. Ouais. Si tu ne l'écoutes pas, puis tu vas prendre un autre diurétique par-dessus ça, tu cours après le problème. Donc, moi, j'ai été toujours. J'ai pas eu vraiment de coach, à part du premier coach qui m'a préparé pour M. Montréal et M. Laval. Après ça, j'ai commencé à faire tout par moi-même. Non, ouais. Qu'est-ce que je faisais? Mais je faisais de la recherche, je lisais, je demandais à des gars qui étaient plus avancés que moi. Et on appelle ça trial and error. Donc, tu apprends de tes erreurs, mais j'ai venu à un point que je connaissais mon corps parfaitement. C'est ça. Donc, je savais qu'est-ce que je devais faire pour me préparer, qu'est-ce qui fonctionnait bien avec moi. Même quand je me suis classé pour l'Olympia en 98, sans diurétique, je me rappelle Milos Sarchev qui était venu me voir et m'a demandé qu'est-ce que tu as fait. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu as fait. Ah ouais, hein? Ça, c'est cool, mais c'est fou parce que dans la génération d'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'athlètes qui n'ont pas de coach, tu sais. On dirait qu'ils... Oui, mais c'est parce que au niveau Olympia, les coachs, ça coûte 5 à 10 000 pour une prep. Je n'avais pas les moyens. Je me disais, OK, je prends-tu un coach à 5 000 ou j'achète 5 boîtes de gros tout le monde? Mais c'est ça pareil. Je pense que je sais comment me préparer, j'ai juste besoin de gros tout le monde. Ouais. Fait quand vous prépariez vous-même, c'était quoi un petit peu la stratégie pour analyser votre physique, dire OK, là, oui, il faut que je perde du gras, OK, je suis rendu trop flat ou
sais, parce que vraiment, des fois, ça peut être difficile de s'analyser soi-même. Tu sais, on peut se dire, ah, on va carber un peu plus. Ou, tu sais, ça prend beaucoup de discipline là, pour ça. Là. Oui. Mais je marchais avec le miroir. Moi, je me regardais une fois par semaine. Je posais, puis je voyais, OK, j'évaluais ma shape après les compétitions. Je parlais avec les juges, je leur demandais, OK, qu'est-ce que je dois améliorer? OK, OK, améliore ton dos, améliore ça. Donc, je me donnais un an pour améliorer mes parties faibles. Puis ma prep, je la commençais toujours 16 semaines avant la compétition. OK. J'aimais perdre le poids lentement. Au début, peut-être 2 livres par semaine. Après ça, ça tombait à 1 livre par semaine. Mais je me laissais vraiment pas aller plus que 15-20 livres max au-dessus de mon poids de compétition. OK. Je compétitionnais environ 2,20. Je montais jamais en haut de 2,45. Puis, aussitôt que je commençais à 10 je descendais jusqu'à 2,35. À 2,35, j'étais en shape, j'aurais pu compétitionner, sauf que je n'étais pas à 100%. J'étais peut-être à 90% à 2,35. Après ça, c'était juste de faire des petits ajustements, etc., augmenter le cardio, réduire le cardio, faire une journée de carb par semaine pour monter à recharger. J'ai toujours fait ça, au moins une journée par semaine, je montais les carbs. OK. Mais qu'est-ce qui a changé? C'était le cardio, parce que je me suis rendu compte quand je suis allé vivre en Californie que les gars faisaient beaucoup de cardio. OK. J'étais habitué à faire 30-40 minutes de cardio. Là-bas, c'était 1 heure, des fois 2 fois par jour. Ah ouais. Hein? Il y avait beaucoup de cardio. Mais on mangeait plus. Quand tu fais du cardio, tu peux manger plus. Ouais. Tu augmentes la dépense, mais par exemple, tu augmentes les calories aussi. Ouais. Tu préférais tout ça de cette façon-là, faire plus de cardio ou peut-être couper plus les calories, faire moins de cardio? Ben, je faisais plus de cardio jusqu'à temps que j'arrive à 2-3 semaines de la compétition. Là, je commençais à réduire. Ouais. Je ne voulais pas arriver sur la compétition complètement épuisé. Ouais. Le plus que je pouvais faire, c'était comme 2 sessions de 45 minutes de cardio, peut-être dans le 8 semaines avant le show. Ouais. Quand j'arrivais à 4 semaines, mais là, je coupais à une session de 45. OK. Fait que faire. Tu sais, c'est drôle parce que c'est la façon logique, me semble. Tu te dis, je fais plus de cardio au début. Quand j'arrive en shape, ben, je réduis. Mais tu sais, souvent, on voit des gens que c'est quasiment le contraire. Plus ça avance, plus ils en font, puis ils se brûlent à côté, ils arrivent au show, puis le corps il est à terre. Tu sais. Ouais, c'est surtout aussi, ça dépend quelle sorte de cardio que tu fais. Si tu fais du Stairmaster pendant 1 heure, tu as de la misère à prendre de la masse dans tes jambes. Ça ne va pas t'aider si tu fais ça 5-6 fois par semaine. Ouais. Normalement, le jour des jambes, je ne faisais pas de cardio. Non, c'est ça. Les jambes, c'était assez stimulant pour être mon cardio. Ouais. Définitivement. Fait que là, les dernières années de compétition, là, on disait c'est quoi, 2004-2005, hein, les dernières? 2016, c'était la dernière. 2006? Ouais. C'est l'année que mon fils est né. OK. Mon fils est né en 2006, et j'ai pris la décision de prendre ma retraite. C'était vraiment ça le facteur. Le facteur, c'était plus que j'étais rendu probablement à la limite que je pouvais aller. Je ne pouvais pas me rendre plus loin. Je ne pouvais pas m'améliorer. J'étais déjà à 43 ans. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Ça va venir de quoi de m'accrocher, continuer jusqu'à 50 ans. Ouais. Ça va juste nuire plus à ma santé. Là, j'ai un enfant, donc il faut que je m'occupe de mon enfant. J'ai décidé juste de continuer faire du personal training. Puis à un moment donné, j'ai été travailler dans l'hôtellerie. J'ai été au Koweït pendant 6 ans. Ah ouais. OK. OK. Changement de carrière. Ouais. Puis là, dans le fond, vous êtes revenu. Ça a duré combien de temps, mettons, au Koweït? C'est quand même drôle parce que c'est un spot qui commence à être gros. C'était 2007 jusqu'à 2013. Jusqu'à 2013? Ouais. Fait que est-ce que vous m'entendiez parler, mettons, des gars d'Oxygène et tout ça? Rendu en 2013, ils s'en venaient. Ouais. Je voyais les gars, Dennis James, Ouais, Dennis Wolf, ils venaient tous s'entraîner à Oxygène. Les gyms étaient incroyables. c'est ça. Je me souviens, les gyms étaient mieux que les gyms aux États-Unis.
c'est vraiment Dennis James qui a tout montré à ces gars-là. Hein. Dans l'époque où il compétitionnait, il allait là-bas, puis je pense qu'il en montrait beaucoup. Oui, oui. Le propriétaire du gym Oxygène, ce qu'il faisait, il invitait les pros à venir se préparer là. Ouais. Il leur fournissait tous les produits, il donnait des appartements. Il voulait créer l'atmosphère dans son gym pour avoir l'équivalent d'un gym que le monde peut dire c'est de niveau un gym à Las Vegas ou à Los Angeles. C'est ça. Donc, les pros allaient s'entraîner là pour se préparer, puisqu'il n'y avait rien, pas de distraction. Ouais. Donc, leur repas était fourni, et ils s'entraînaient. Ça a fonctionné. Même encore, il y a encore des gars qui vont se préparer. Ben oui, c'est ça. Je pense que Kai Green était déjà allé aussi. Ouais. La même chose un peu avec Ramy, le Big Ramy. Ouais. Il s'est entraîné à Oxygène dans les débuts. C'est ça. Il est rentré là à 185 livres. Puis 5 ans plus tard, il est à 285. C'est fou, hein? C'est fou, Red, ce gars-là. 100 livres. Il a mis 100 livres en 5 ans. Eh boy, j'aimerais ça pouvoir dire ça, hein, Tony? Seulement. Ça fait comme ce nombre de temps-là qu'on compétitionne, mais on n'est pas à 100 livres. Ça ressemble plus à 20, là, nous autres. Là, mais... Quand tu prends 10 par année, c'est une bonne année. Ouais, c'est ça. OK, puis là, après ça, vous êtes revenu, dans le fond, à partir de 2013, vous êtes revenu Revenu au Canada. OK, ouais. Pour environ 5 ans. Donc, j'ai recommencé personal training à l'Ordre des Ormeaux, au Monster Gym. Ouais. J'ai recommencé à entraîner du monde là. J'ai fait un cours en posturologie. OK. Donc, pour balancer la posture et faire l'alignement de mes athlètes. Donc, ça les aide à se balancer, Ouais. à créer une meilleure proportion dans les muscles, gauche, droit, les biceps et tout se replace. Quand tu réalignes ta posture. Ouais. Et le reste, ben, j'entraînais moins d'athlètes pour les compétitions, mais j'avais une bonne clientèle. J'ai commencé à entraîner du monde avec le Katsu. Ouais. Donc, là, 5 ans, il y a un de mes amis qui est venu me montrer l'équipement. Il m'a parlé de ça. L'entraînement, c'est l'entraînement par occlusion, Ouais. mais avec une machine qui contrôle la pression. Donc, tu peux mettre plus, moins. J'ai été suivre le cours au Japon pour devenir un entraîneur certifié en Katsu. OK. C'est quelque chose que j'utilise aussi maintenant pour la physiothérapie. OK. Ah, c'est intéressant. Moi, je le vois souvent sur vos publications, mais pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, là, vous pouvez expliquer un petit peu l'occlusion et tout, que ça consiste? Oui, ce qu'on fait, on fait une modération du flot sanguin. Donc, par exemple, on met une bande au bras ou aux jambes, et la machine va mettre de la pression dedans pour mettre une pression, diminuer l'influx veineux, mais l'artère va continuer à pousser le sang dans le muscle. Donc, ça crée un pompe incroyable. L'acide lactique, au lieu de circuler normalement, elle reste stockée dans le muscle. Donc, le brûlement est incroyable aussi. Okay. Ce que ça fait, son cerveau, quand ça brûle autant que ça, puis il y a autant d'accumulation d'acide lactique. Le cerveau relâche l'hormone de poisson. Okay. C'est pour ça que quand tu fais des sessions Katsu, tu peux guérir les blessures, puis tu vas récupérer plus vite. Okay. L'autre chose pour l'hypertrophie, étant donné que le pompe est incroyable, ça fait un étirement des fascias. Des fascias. Ouais. La fascia musculaire s'étire, donc ça permet à ton muscle d'avoir de l'espace. Puis ça, dans le fond, c'est ça, vous avez une façon particulière avec le Katsu. Comment les gens ils se procurent ça, dans le fond, tout le système de Katsu? Là? Même, moi, j'ai le système commercial, donc c'est le système pour les thérapeutes. Ouais. Ils peuvent aller sur le site Katsu et commander en ligne l'appareil personnel. Okay. La seule chose, ils ne vont pas l'envoyer seulement si tu suis le cours en ligne. Parce que tu dois savoir comment l'utiliser. Okay. Donc, il y a un cours que tu suis et tu passes un examen à la fin. Aussitôt que tu deviens certifié, ils vont t'envoyer l'équipement. OK. Puis, est-ce que c'est une méthode, mettons, que vous allez comme faire
une phase d'entraînement où ce que tous les entraînements, on utilise ça. C'est sûr qu'en réalité, tu peux juste l'utiliser comme vraiment pour tes bras puis tes jambes, si je ne me trompe pas. Ça devient dur Ouais, d'utiliser pour le normalement, reste. on va l'utiliser pour les parties faibles, Ouais. mais le calcium a un effet systémique. À cause du nitric oxide, je ne sais pas du mot français, Ouais. l'augmentation de nitric oxide qui se produit dans le calcium, ça bénéficie tous les muscles. OK. L'hormone de croissance va bénéficier tous les muscles aussi. OK. Donc, même si tu fais juste un entraînement de bras, si tu fais ton dos après, ton dos va pomper 2 fois plus. Dans la même session? Ouais, tu fais par exemple les biceps, les triceps, Ouais. tu enlèves les bandes, puis tu commences à faire les épaules ou le dos, tu vas avoir un pompe incroyable parce qu'il y a encore plein de nitric oxide dans ton sang. OK. Fait que c'est vraiment causé par la restriction, dans le fond, que Ouais. la bande Parce fait que ce qui ça. arrive, ton cerveau s'aperçoit que le sang ne revient pas du muscle. C'est ça. Donc, il relâche le nitric oxide pour créer une expansion des veines. OK. Ça n'arrête pas le problème. Il continue d'en produire. Et l'hormone de croissance est produite pour neutraliser l'acide lactique. L'acide lactique est tellement élevé que le cerveau dit non, il faut que j'envoie de l'hormone de croissance. Il y a trop de dommages dans le muscle. Le cerveau perçoit ça comme si vraiment ton muscle est blessé vraiment d'une façon traumatique. Mais c'est juste ça du biohacking. Ouais. Biohacking, c'est de confondre le cerveau à faire des choses que normalement il ne fait pas. C'est ça. Mais c'est-tu le genre de machine qu'on pourrait utiliser plusieurs fois dans la semaine ou ça virait trop jouer? Normalement, par exemple, pour les jambes, tu fais un training avec Katsu, le training d'après sans Katsu. Tu le fais à chaque 2 fois. OK. OK. Puis, mettons, parce que là, je trouvais ça intéressant, là, comme vous avez dit, on fait un petit training de bras avant de faire le dos. Est-ce que ça nécessite, mettons, en termes de volume, fait qu'exemple, j'aurais tout l'équipement d'un matin, je me dis, OK, je veux essayer ça, je veux travailler mes bras un petit peu, puis après ça, je veux bénéficier, dans le fond, du nitric oxide pour faire mon dos. Faut-tu que je fasse, est-ce que ça me prend beaucoup de temps à générer ça ou, exemple, en 2, 3 exercices, c'est assez pour le stimuler puis faire mon dos après? 2, 3 exercices, c'est suffisant. OK. OK. Ah, c'est intéressant quand même. Et l'autre facteur qui est intéressant, c'est au niveau des cellules satellites. Les cellules satellites, les muscles ont augmenté d'environ 36% après une session de Katsu. OK. Donc, l'augmentation des cellules satellites te permet de récupérer 2 fois plus vite. OK. Fait que c'est ça, c'est cool. C'est bénéfique vraiment pour la récupération. Fait que, Si tu regardes un peu l'effet que le stéroïde a sur le muscle, le Katsu crée un effet similaire. OK. L'augmentation des cellules satellites, ça arrive quand tu commences à prendre les stéroïdes. Ouais. La même chose, donc tu récupères plus vite. Les cellules satellites nourrissent ton muscle plus vite. La cellule satellite répare le muscle aussi. Les cellules endommagées sont réparées par la cellule satellite. Puis avez-vous réussi à comparer les différences entre un client qui prend le Katsu puis qui ne le prend pas? C'est quoi la différence majeure qui est démontrée? Plus dans la récupération. Récupération. L'autre chose que le Katsu va produire, l'intensité est tellement haute, le brûlement est tellement fort que après, quand tu vas t'entraîner sans Katsu, tu vas être capable d'aller à un niveau d'intensité plus élevé. Okay, ouais. Parce que ça brûle tellement quand tu fais tes bras avec le Katsu que quand tu le fais normalement sans Katsu, tu vas être capable d'avoir plus de résistance à la douleur. Tu vas créer un genre de résistance à la douleur. Les nerfs, on appelle ça en anglais nerve ending, c'est les nerfs qui sont dans les muscles qui sentent la douleur. Ces nerfs-là deviennent insensibles. Okay. La tolérance à la douleur, elle vient à cause des nerfs qui envoient le message au cerveau que ça fait mal, arrête de le faire, puis tu continues à t'entraîner pareil. À un moment donné, il n'envoie plus le message. Ouais. This guy's crazy. Puis au niveau de l'entraînement, j'imagine que, tu sais, en faisant la restriction comme ça, puis tout au niveau des charges, des répétitions, ça ne sera pas la même affaire. Exemple,
je ferai pas un close grip bench press, par exemple, 3 plates, faire 8 reps avec ça. Je vais essayer de faire plus de répétitions de temps en temps. Ouais, le principe du katsu, c'est la haute répétition. C'est ça. Et les repos minimum. Parce que tu veux créer le maximum de blood, de sang dans le muscle que tu entraînes. Ouais. On appelle ça blood pooling. Donc, Ouais. le plus de sang qui accumule, le pompe va être incroyable. Donc, la façon de faire ça, c'est de faire plus de répétitions. On commence avec des répétitions de 40. Ah ouais, On OK. descend à 30, on descend à 25, on descend à 20. Donc, 40, 30, 25, 20. OK. Et imagine l'acide lactique aussi qui s'accumule. Ouais. Tu dois être pompé quand tu enlèves ça, c'est sûr. La première fois, il y a beaucoup de gens qui vomissent quand ils font un training de jambes. C'est sûr, hein? Ça sera essayé, je serais curieux. J'ai jamais utilisé Katsu, mais tu sais, je veux dire, le J'ai fait principe. de la restriction avec des bandes élastiques. Ouais, jamais pour les jambes, là. Tu sais, je l'ai essayé pour les bras. Puis tu sais, tu deviens tellement pompé qu'on dirait tes doigts, tes sans-pu, ils piquent, là, quasiment, là. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, il faut que tu saches ce que tu fais. Si tu vas trop serré, tu coupes le sang de l'artère, mais là, tu manques de bouchon, là, tu commences à avoir C'est ça. des doigts qui applaudissent. C'est pas ce qu'on recherche. On recherche juste à diminuer le retour veineux. Les veines sont à la surface. Donc, si tu mets juste la pression idéale, l'artère va pousser normalement, mais le sang ne va pas revenir. Donc, il y a une demande d'oxygène, il y a une demande d'enlever l'acide lactique. Le cœur va pomper plus vite, va essayer de pousser plus de sang encore. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, l'acide lactique s'accumule. Fait que c'est vraiment ça qui démarque, si tu veux, le Katsu, c'est l'ajustement et la précision de ça versus, vous verrez des gars, mettons, qui se mettent des knee wraps en haut des quads, puis là, c'est super serré. Puis... Si tu n'as pas d'équipement, le problème, c'est que tu ne sais pas comment tu vas mettre de pression sur le gauche, le doigt, ça fait différent. C'est ça. Mettre trop de pression. Quand tu prends le cours pour le katsu, on apprend comment vérifier aussi. On prend la main, il appelle ça le retour capillary return. Les capillaires, on fait une pression. On fait une pression sur le doigt, tu enlèves. Quand tu fais la pression, le doigt vient blanc, il revient rouge en dedans de 5 secondes. Okay. Le temps, en secondes, que ça prend pour le sang revenir, on sait comment de sang qui vient au bras. Donc, on fait un calcul, il faut que ça soit en bas de 5 secondes. Okay. Si ça prend plus que 5 secondes, c'est trop serré. À ce moment-là, on va réduire la pression. Ah, c'est intéressant, ça, pour vrai. Parce que c'est tout le temps ça que je trouvais avec l'occlusion. Ici, c'est pas vraiment populaire, honnêtement, au niveau des culturistes et tout, là. Je dis populaire, mais c'est pas vraiment connu parce qu'en réalité, il n'y a personne qui le fait comme il faut, je pense. Non, puis ceux qui le font, ils ont des expériences sur eux-mêmes. C'est ça. Mais aux États-Unis, c'est quand même assez populaire depuis une douzaine d'années. Il y a même des clubs de hockey, Chicago, des physiothérapeutes qui utilisent le katsu. Il y a 2 ou 3 équipes de football. Les Olympiques, les athlètes dans la gymnastique et tout, ils l'utilisent aussi. Mais ils l'utilisent pour récupération et endurance. C'est ça. Donc, ils ont même un katsu pour la nage. Les straps sont à l'épreuve de l'eau. OK. Les gens s'entraînent avec ça. Ils en mettent sur les jambes, sur les bras pour augmenter l'endurance. Ah, c'est vraiment intéressant, ça, pour vrai. On t'entend ça pas plus longtemps que ça. C'était vraiment apprécié de donner ton temps. Puis si jamais tu veux en faire un autre pour parler plus de training, de suppléments, quoi que ce soit. Ouais, des fois. Des nouvelles choses comme les peptides, les SARMs. Ouais, cool. Ah, ben oui. J'ai quand même de bonnes connaissances ensemble. Ça serait intéressant. Dans le fond, tu sais, comme on t'expliquait au début, tu sais, le classique show, c'était vraiment pour parler un petit peu plus de toi, tes expériences. Ouais. Puis, on a le muscle talk, là, où ce que vraiment, on va parler plus exclusivement d'entraînement, supplémentation et tout. Des fois, ce qu'on aime faire, c'est amener une quatrième personne, fait d'avoir deux personnes qui connaissent vraiment ça, fait qu'on peut vraiment échanger. Sujet, ça serait bon. Cool, ça. Bon, on est content que tu aies aimé ça.
Donc, merci beaucoup. C'était une bonne entrevue. Merci. All right. Et qu'on arrête ça. OK. Merci encore, Claude. À la Ciao. prochaine. Bonne